Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé donc avec la DFCG Financium sur la facturation électronique. Nous allons avoir à peu près 1 heure à passer ensemble. Comment ça va se dérouler? Ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter voilà, pendant à peu près 45 minutes cette obligation et donc d'essayer de répondre à la question pourquoi anticiper dès maintenant l'obligation de facture électronique de 2024. Et on se réservera donc une quinzaine de minutes sur des questions sur des questions-réponses. Ce qu'on vous propose, donc on va rapidement donc se présenter. On fera un focus ensuite sur la réglementation, donc en matière d'obligation de facture électronique, ce qu'il faut savoir. L'exercice, voilà, va pas être simple, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous simplifier les choses et de vous présenter, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir et ce qu'il faut savoir sur cette obligation. On parlera aussi ensuite d'anticipation, parce que là, on est en avril 2023 et l'obligation arrive à grands pas et on le verra au niveau du calendrier. Et puis on terminera par un retour d'expérience, les entreprises voilà, qui ont été accompagnées aujourd'hui par Laurent sur cette mise en place, cette obligation de facturation électronique. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence dès maintenant et donc on va se présenter. Moi, je suis très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Benjamin Royoux, je suis directeur marketing d'ECMA. ECMA, qu'est-ce que c'est? Donc ECMA, c'est la filiale digitale rattachée au Conseil national de l'ordre des experts comptables. Donc aujourd'hui, nous, on conçoit des solutions digitales pour les cabinets et leurs clients entreprises, donc pour vous également, sur différentes thématiques et en particulier, on le verra aujourd'hui, donc sur cette obligation de facturation électronique. Donc bonjour, moi pour ma part je suis Laurent Baudouin, donc je suis expert comptable, commissaire aux comptes, expert auprès des tribunaux dans le nord de la France, puisque j'ai 3 sites sur Cambrai, Arras et Dunkerque. Je vais dire qu'au niveau du cabinet, on a lancé le projet facturation électronique chez nos clients assez tôt, très rapidement, parce que compte tenu des enjeux, on a pensé qu'il était important de démarrer très vite, parce qu'on a quand même quelques centaines de clients accompagnés dans cette démarche et ça se fait pas en 5 minutes. Et donc, j'ai notamment une collaboratrice qui est en train de travailler sur son mémoire d'expert comptable sur la facturation électronique. Et donc, on essaye d'être au top dans ce domaine-là. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Alors, on va passer directement donc sur la réglementation, donc sur cette obligation de facturation électronique et justement ce qu'il faut savoir. Donc peut-être déjà parler effectivement, pourquoi cette obligation? Quels sont finalement derrière les objectifs de l'État, heu, sur cette réforme? Voilà. Je pense que en ce qui concerne les objectifs de l'État, le premier, bien sûr, est de réduire la fraude fiscale. Alors, je pense que l'actualité, quand vous écoutez les infos ces jours-ci, on vous parle de fraude sociale, de fraude fiscale. Et c'est vrai que l'État a pour vocation de réduire sensiblement cette fraude. Aujourd'hui, la fraude fiscale relative à la TVA est quand même la principale partie de fraude au niveau français. On représente, selon les chiffres, entre 15 et 20 milliards d'euros par an, ce qui est loin d'être négligeable par rapport à ça. Donc, il est clair que la volonté de l'État, c'est de faire entrer cet argent dans les caisses de l'État pour financer d'autres actions. Mais la volonté de l'État est aussi de rendre de l'argent entre guillemets aux entreprises. Et l'idée de la facturation électronique, c'est aussi de réduire le coût de fonctionnement des entreprises parce que avec plus de fluidité d'information, avec, on verra tout à l'heure, des formats spécifiques sur la facturation électronique qui permet d'intégrer plus facilement dans les logiciels via l'intelligence artificielle. Je
crois qu'en fonction des chiffres que je vais avoir en tête, l'État considère que le fait de passer à la facture électronique réduit à peu près de 8 euros le coût de traitement d'une facture dans l'entreprise. Donc, quand on multiplie ça par le nombre de factures traitées, on voit que ça peut faire des sommes assez significatives. Et puis derrière, c'est bien sûr de faciliter les déclarations de TVA, puisque la volonté de l'État, c'est que à compter de la TVA de janvier 2026, donc qui sera à faire en février 2026, ben, que la TVA soit pré-remplie par l'administration en fonction des informations qu'elle a pu récolter et je vais dire restera toujours à l'entreprise, au responsable financier ou à l'expert comptable, le cas échéant, de valider ou pas cette déclaration et le cas échéant d'apporter les ajustements, les modifications nécessaires dans ce cadre-là. La volonté aussi de l'État, c'est de rendre de l'argent, comme je disais, aux entreprises, notamment en réduisant les délais de paiement. Parce que c'est d'assurer vraiment la fluidité de l'information via la facturation électronique. Par exemple, vous saurez quand vous aurez mis la facture si votre fournisseur l'a accepté, l'a refusé, l'a accepté partiellement, ce qui permet d'éviter tout litige sur les traitements et les règlements des factures et de ce fait d'améliorer la trésorerie des entreprises. Et puis, alors, la volonté officielle également de l'État, c'est de connaître la situation de l'économie en temps réel, puisqu'elle aura les remontées d'informations en temps réel des entreprises, et ça permet donc de prendre le pouls de l'économie dans ce cadre-là. Donc voilà les quatre principaux objectifs qui sont suivis par l'État dans le cadre de ce passage à la facturation électronique. Merci beaucoup, Laurent. Donc, là, on parlait donc des objectifs de l'État, donc de la mise en place de cette réforme. Concrètement, quels sont les changements justement pour les entreprises? Alors, en ce qui concerne les changements pour les entreprises, on va avoir 2 parties, je vais dire, dans ce cadre-là. Ça va être les opérations en B2B, hein, donc les opérations en B2B, on va avoir des remontées d'informations en temps réel au niveau de l'administration, hein. C'est-à-dire qu'il y aura un format de facture spécifique, notamment on verra, je pense que tu aborderas tout à l'heure les différents formats possibles et notamment la facture X. Il y aura des transmissions via les plateformes, histoire qu'on ait des remontées d'informations très régulières au niveau de l'administration fiscale. Et l'administration fiscale sera aussi informée des paiements, puisque comme on a de la TVA, bien sûr, sur encaissement et TVA sur débit, il faut qu'elle ait information en ce qui concerne également les paiements, donc vraiment de savoir la situation financière de chaque entreprise. Donc voilà, donc en ce qui concerne ça, donc ça a été mis en place par la loi de finances rectificative 2022, sachant qu'à l'origine, on avait facturation électronique qui était prévue par la loi de finances 2020. Elle devait rentrer en application au 1er janvier 2023, sachant que je pense qu'il y a le Covid, etc., qui est intervenu et qui fait que l'État a pris position de différer un petit peu dans ce cadre-là. Donc voilà. Donc, il y a, comme je disais tout à l'heure, la partie relative aux entreprises en B2B et vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis des non assujettis, on aura également des remontées d'informations, là ce qu'on appelle du e-reporting, qui est en fonction du régime fiscal de l'entreprise, si on est en réel normal, réel simplifié, etc., avec donc des timings différents. La logique étant, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, que l'administration fiscale soit informée de l'ensemble des opérations. On verra tout à l'heure plus précisément, mais le calendrier de mise en place commence au 1er juillet 2024. Donc 1er juillet 2024, on a encore un an. C'est à la fois beaucoup et à la fois peu. Et toutes les entreprises devront y être passées au plus tard au 1er janvier 2026. Voilà en ce qui concerne le timing prévu et puis ce que prévoit l'État dans le cadre de la loi de finances. Merci. Donc effectivement, si on fait un zoom par rapport à cette obligation, donc en fait, toutes les entreprises ne vont pas être concernées. On va dire que la plupart vont être concernées, mais pas forcément toutes. Donc justement, là, on vous présente un peu, voilà, un résumé de, voilà, quel type d'entreprise est concerné, quel type d'entreprise n'est pas concerné. Donc globalement, la réforme aujourd'hui concerne toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA et établies en France. Qu'elles soient redevables ou non redevables, de la TVA. Donc ça veut dire qu'une micro-entreprise ou les auto-entrepreneurs, ils seront bien concernés par, la réforme
cette facturation électronique. Après, on a des exceptions dans les assujettis, donc notamment toutes les opérations, les entreprises voilà, qui entrent dans le cadre du secret défense et un certain nombre d'exonérations sur les opérations qui entrent dans le cadre voilà, du prestations effectuées dans le domaine de la santé, des prestations d'enseignement et de formation, d'opérations immobilières. Opérations réalisées par les associations à but non lucratif, les opérations bancaires et financières et enfin les opérations d'assurance et de réassurance. Donc effectivement, les entreprises qui réalisent ce type de prestations ne seront pas concernées directement par la réforme, sauf si bien entendu, elles ont opté pour la TVA, bien entendu. Et après donc les entreprises, enfin en tout cas les acteurs qui ne sont pas concernés puisque non assujettis à la TVA, on va retrouver les particuliers. Donc nous tous quand on ira faire voilà, un achat, on ne sera pas concerné par cette, obligation de facturation électronique. Les associations à objet non commercial, donc ça veut dire que c'est quand même une association qui ne vend pas de prestations assujetties à la TVA, parce que dans ce cas, elle serait concernée. Heu et les entreprises, bien entendu, qui ne sont pas établies en France, puisque l'obligation concerne effectivement toutes les entreprises, établies en France. Par contre, bien entendu, une entreprise étrangère qui a une implantation et donc un numéro de sirène établi en France et assujetti à la TVA, elle sera bien concernée, par cette obligation. Donc voilà un petit peu le panel des entreprises concernées et pas concernées. Donc ça, c'est la 1re question qu'il fallait se poser pour savoir si on est concerné en tant qu'entreprise par cette obligation. La 2e question qu'il faut se poser, c'est: voilà, je suis une entreprise qui est concernée, mais avec qui je travaille? Puisqu'en fait, en fonction de notre typologie de clientèle, on va être concerné différemment par cette obligation. Donc on a finalement en gros 3 cas de figure. Heu, 1er cas de figure, donc je suis une entreprise, donc un fournisseur assujetti à la TVA et établi en France. Donc on vient de le voir, concerné par l'obligation et je travaille donc avec des clients qui sont finalement en miroir avec moi, donc qui sont également assujettis à la TVA et établis en France. Donc là, on va rentrer ensuite dans le détail, mais sur ce 1er cas de figure en tant qu'entreprise, donc je vais être concerné au niveau de l'obligation par ce qu'on appelle l'e-invoicing. Donc c'est globalement le schéma le plus complet, en matière, d'obligation de facturation électronique. 2e cas de figure, je suis toujours un fournisseur, assujetti à la TVA établi en France. Par contre, je travaille avec, des clients qui ne sont pas assujettis à la TVA en France ou exonérés à 100. Par exemple, je travaille avec des entreprises, à l'international, donc en B2B à l'international, où je travaille, avec des particuliers. Donc je suis dans un magasin et je vends, à des particuliers. Là, à ce niveau-là, je vais être également concerné par l'obligation de facturation électronique, mais cette fois-ci dans un cadre de ce qu'on appelle le e-reporting. C'est-à-dire qu'on va y revenir, mes factures seront libres. Par contre, j'aurai l'obligation de transmettre mes données de transactions commerciales à l'administration fiscale sous la forme d'un e-reporting. Bien entendu, là, une des questions que vous pouvez vous poser, c'est par exemple, je suis un magasin, par exemple, voilà, une boulangerie et je travaille, donc je vends, à des particuliers et également à des entreprises. Et ben, dans ce cas-là, je serai concerné à la fois par le invoicing et par le e-reporting. Donc invoicing avec des entreprises, donc ce qu'on appelle en B2B, qui sont concernés par l'obligation et e-reporting dans le cadre de, mes ventes dans le cadre de mes ventes avec, les particuliers. 3e cas de figure, bon, bah, là, c'est, finalement, l'entreprise qui n'est pas concernée. Je suis un fournisseur réalisant des opérations totalement exonérées de TVA. Donc par exemple, je suis un médecin, qui ne qui n'a pas de prestations, concernées par la TVA ou je suis, une association, voilà, à but non lucratif, qui ne vend pas de prestations, assujetties à la TVA. Dans ce cas-là, je suis
totalement exonéré, peu importe avec qui je travaille. Et donc là, j'aurai une totale dispense donc d'obligation de facturation électronique, donc que ce soit de invoicing ou que ce soit de e-reporting. Donc ça, c'est voilà un peu le cadre et les 3 cas de figure. Donc si on rentre un petit peu dans le détail pour savoir concrètement, en fait, ce que vous allez devoir faire. Donc premier cas de figure, c'est le e-invoicing, donc ce que je vous disais, donc c'est le format le plus complet. Donc quand on dit invoicing, pr première chose, ça veut dire que, le format des factures va changer. C'est-à-dire qu'en fonction, voilà, de la taille de votre entreprise et des dates d'application, mais globalement à terme, vous n'aurez plus la possibilité, d'émettre des factures papier ou d'émettre des factures, sous un format PDF simple. Il y a 3 formats, ce qu'on appelle les formats du SOC, qui sont à respecter par l'administration fiscale. Donc ce qu'on appelle format UBL, C2I ou FactureX. Et en fait, le format FactureX, c'est un des formats qui est en train d'énormément se développer, notamment pour les transactions entre petites entreprises, puisque c'est un format qui contient à la fois un fichier PDF, voilà, donc lisible comme vous avez l'habitude de voir, et ce qu'on appelle un fichier, voilà, structuré, un fichier XML qui pourra être lu de manière uniformisée par l'ensemble des outils qui rentreront dans ce cadre de cette obligation de facture électronique. Donc premier élément à retenir, c'est-à-dire c'est le changement des formats de facture. Vous ne pourrez plus émettre des factures, sur le format que vous souhaitez. Deuxième élément, c'est la transmission entre entreprises. C'est-à-dire que demain, vous êtes une entreprise qui doit envoyer, donc vous êtes fournisseur, vous devez envoyer une facture à votre client. Vous ne pourrez plus lui envoyer par mail, lui remettre la facture de la main à la main. Ça, ce ne sera plus possible. En fait, il va y avoir un système de plateforme. Donc vous aurez une plateforme, votre client aura une plateforme et vous devrez l'envoi de votre facture passera donc de l'émission depuis votre plateforme à la réception, sur la plateforme de votre client. Et ça, on y reviendra. Il va y avoir un certain nombre de plateformes qui pourront voilà, faire transiter les factures. Donc nouveau format, enfin format imposé et des plateformes pour transmettre les factures. Troisième élément, puisque ce sera une information qui sera demandée par l'administration fiscale, ce sera la gestion des statuts de facture. Donc à travers notamment les plateformes, en tant que fournisseur, vous serez dans l'obligation de mettre à jour, des statuts de facture. Donc il y en a un certain nombre qui sont, obligatoires, d'autres qui sont, facultatifs, notamment on a 4 formats, en fait obligatoires. La facture a été déposée, la facture éventuellement a été, rejetée. La facture a été, acceptée et donc transmise, à l'administration fiscale. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau que vous aviez pas forcément, l'habitude de connaître. Vous pouvez gérer à votre niveau des statuts de facture, donc avec litige ou autre. Donc ça, c'est toujours des formats enfin des statuts qui existent, mais qui ne sont pas forcément obligatoires. Mais globalement, voilà, l'administration fiscale attendra une mise à jour de ces statuts. Et on a notamment, voilà, on parlait tout à l'heure, Laurent parlait tout à l'heure de paiement, on a notamment aussi le statut de bon encaissement, facture encaissée. Et enfin, donc dernier point de ce e-invoicing, c'est la transmission donc à la DGFiP, à l'administration fiscale, des données. Donc ça, ce sera la plateforme que vous utilisez qui enverra ces informations, mais globalement, à échéance régulière et périodique, vous serez en mesure, et tenu d'envoyer donc, les données extraites de vos factures. Donc au départ, on sera sur 26 mentions, heu, au 1er janvier 2026, et après on aura, 14 mentions, supplémentaires. On aura donc, comme on l'a vu, les données de statut et de cycle de vie des factures qui seront à transmettre et également les données de paiement, puisque l'administration fiscale, ce qui va l'intéresser, c'est de savoir que voilà, vous avez émis telle facture, auprès de vos clients et puis surtout que, vous avez bien encaissé la facture.
Donc ça, c'était le 1er cas. Donc si vous êtes une entreprise, voilà, établie en France, assujettie à la TVA et que vous travaillez donc en B2B avec d'autres entreprises pareilles établies en France et assujetties à la TVA, vous allez avoir cette obligation à mettre en place avec ces 4 éléments. Le 2e cas, vous êtes, vous travaillez donc avec par exemple, vous travaillez avec des particuliers. Donc vous êtes assujetti à TVA, mais vous travaillez avec des acteurs qui sont, totalement exonérés. Donc vous travaillez avec des particuliers ou vous travaillez avec des entreprises à l'étranger. Donc là, au niveau des formats, il n'y a pas d'obligation. Comme vous le disiez, heu vous pouvez continuer donc à émettre, des factures auprès, de vos entreprises, par exemple à l'étranger, ou ne pas émettre de factures, auprès des particuliers. Toujours bien entendu utiliser les caisses enregistreuses et cetera. Ça ne change pas. Après bien entendu, si vous décidez de passer sur des formats, voilà, structurés comme sur l'obligation de invoicing, c'est également tout à fait possible. 2e point, la transmission des factures, reste libre. C'est-à-dire que vous pouvez également continuer donc à envoyer vos factures par mail, par courrier, de la main à la main, récupérer les factures sur des sites. Ça, c'est tout à fait encore possible. Par contre, l'administration fiscale, bien entendu, veut avoir un œil et une visibilité sur l'ensemble de ces transactions, donc va vous demander d'envoyer de ce qu'on appelle un e-reporting. Donc ce e-reporting regroupera, de manière synthétique, l'ensemble des transactions que vous aurez effectuées avec, les particuliers et les entreprises, à l'international. Qu'il y ait ou pas de facture. L'objectif, c'est qu'ils aient, voilà, l'ensemble des transactions qui soient envoyées à travers ce e-reporting et là encore, pour transmettre ce reporting, ça passera par une plateforme et là, on y reviendra, il y a différentes plateformes qui vont vous permettre, en fait, d'envoyer ces éléments. Donc 3e cas de figure, vous êtes exonéré, totalement exonéré. Donc là, globalement, vous n'êtes pas concerné par la réforme. Heu, Par exemple, voilà, vous êtes une association ou une profession libérale, qui n'a pas d'activité, assujettie, à la TVA. Donc là, vous êtes complètement dispensé de invoicing et de e-reporting. Alors justement, au niveau des acteurs, vous l'avez vu, en fait, soit vous êtes concerné par le e-reporting et donc vous allez devoir envoyer vos factures de plateforme à plateforme, soit vous êtes concerné par le e-reporting et là, vous allez devoir envoyer, les informations, sur l'ensemble de votre actions à l'administration fiscale. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs solutions. Tout d'abord, en fait, l'État va mettre en place, en fait, ce qu'on appelle un PPF, donc un portail public de facturation. Globalement, pour, certains d'entre vous qui travaillent déjà avec des établissements publics et qui avaient l'habitude de travailler avec Chorus Pro, globalement, ça va être une évolution, de Chorus Pro. Donc ce sera un service qui sera totalement gratuit, et globalement, le portail, le PPF, le portail public de facturation, va proposer, un certain nombre de fonctionnalités, notamment, voilà, d'échange de factures et ce qu'on a vu donc de cycle de vie et de réception, de invoicing des autres plateformes. Ce sera également la plateforme, de réception, du e-reporting. Donc si vous travaillez directement avec cette plateforme, vous pourrez envoyer donc au PPF, heu, votre e-reporting ou le renseigner directement sur le PPF. Ou si vous avez décidé de travailler avec un PDP, cette plateforme pourra envoyer directement le e-reporting au PPF. Ce sera également le concentrateur, des flux déclaratifs, donc les différentes transactions commerciales à destination de la DGFiP. Donc, ce sera le point d'entrée. Donc le PPF va récupérer l'ensemble des flux et l'envoyer à l'administration fiscale. Et puis, il va y avoir également un système en fait, d'annuaire, puisqu'on y reviendra au 1er juillet 2024, chaque entreprise, donc avec un numéro de sirène, sera référencée dans un annuaire donc tenu par le PPF et par la DGFiP. Et dans cet annuaire, il sera indiqué à quelle plateforme vous êtes rattaché pour que ensuite les entreprises puissent envoyer les factures en consultant cet annuaire
sur votre plateforme. Donc ça, c'est le premier acteur, le PPF, qui est le portail public et qui propose, voilà, on va dire un service à minima gratuit. Ensuite, il y a également un certain nombre d'acteurs qui sont des plateformes de dématérialisation partenaires, qui seront des acteurs privés, avec un service payant. Donc là, aujourd'hui, la liste, de ces plateformes, initialement, devait commencer à être publiée, à l'été 2023 et là, selon nos dernières informations, ce ne sera pas avant la fin de l'année 2023, voire éventuellement début 2024. Donc c'est vrai que ça a tendance un petit peu à glisser. Donc ces plateformes, globalement, elles vont offrir elles auront l'obligation, donc ce seront des plateformes qui seront auditées et certifiées par l'État, et elles auront, un certain nombre d'obligations. Donc ce seront des plateformes qui seront en mesure donc d'échanger les factures entre entreprises, donc de plateforme à plateforme, avec le PPF. Donc ce seront les seules plateformes qui auront cette possibilité-là, qui seront en mesure donc d'envoyer les déclarations, notamment le e-reporting à la DGFiP via le PPF, qui pourront interroger et mettre à jour l'annuaire, et qui, étant donné que proposons des services payants, auront une valeur ajoutée complémentaire. C'est-à-dire qu'elles seront en mesure de gérer d'autres formats, comme par exemple, le format EDI qui ne fait pas forcément partie du socle. Elles proposeront également des contrôles métiers sur, la validité de la facture, sur, l'existence par exemple du SIREN, que la société n'est pas en procédure collective ou autre. Elles pourront proposer également des modules de facturation pour pouvoir créer ces factures, pour pouvoir avoir du paiement embarqué ou du recouvrement. Et puis voilà, je pense qu'une des grandes différences, ce sera aussi, l'assistance parce que bon, il faut bien imaginer que, l'État, va pas mettre à disposition, une batterie de téléopérateurs qui répondront, à l'ensemble des entreprises sur, le fonctionnement de la nouvelle plateforme. Comme ça se passe aujourd'hui, voilà, ça peut se passer aujourd'hui sur Chorus Pro. Troisième acteur, donc c'est ce qu'on appelle les opérateurs de dématérialisation. Donc c'est des opérateurs qui vont s'interconnecter, donc soit au PPF, soit au PDP. Donc eux n'ont pas la possibilité d'envoyer des factures. En fait, c'est uniquement envoyer des factures ou d'envoyer les informations de reporting à la DGFiP. Donc ça concerne uniquement le PPF et les PDP. Par contre, c'est des acteurs, voilà, qui pourront, voilà, comme par exemple des logiciels de comptabilité, logiciels de caisse, s'interconnecter et rentrer en fait dans l'écosystème, pour, voilà, transmettre les informations, au PDP ou au PPF. Donc voilà globalement ce qu'il faut retenir de cette réforme. Donc c'est vrai que notre thématique, c'était, on parle d'anticipation, donc voilà, pourquoi anticiper? Donc, alors en ce qui concerne maintenant le calendrier, parce que quand on voit qu'au plus tard, au 1er janvier 2026, on doit avoir basculé, toutes les entreprises doivent avoir basculé en émission, il faut savoir qu'en réception, à partir du 1er juillet 2024, aucune entreprise ne sera autorisée à refuser une facture électronique en réception. Donc ça veut dire que globalement, au 1er juillet de l'an prochain, il faudra impérativement que toutes les entreprises françaises soient en mesure de réceptionner ces factures. Donc ça, on verra ça donc tout à l'heure avec les plateformes plus particulièrement comment ça va se passer. Et en émission, bah, selon la taille de l'entreprise, les dates butoirs sont les suivantes. Donc, si on est sur des grandes entreprises, hein, on est sur le 1er juillet 2024 en ce qui concerne l'émission des factures. Dès on descend un cran sur les ETI, donc entreprises de taille intermédiaire, on est au 1er janvier 2025, donc 6 mois plus tard. Et ensuite, toutes les entreprises, TPE, PME, devront avoir basculé au 1er janvier 2026. Ce qui est donc bien avoir pour moi en tête, l'élément important, c'est 1er juillet 2024, parce que dans les grandes entreprises qui vont émettre des factures électroniques à partir de ce moment-là, vous avez des boîtes comme EDF, comme Engie, comme Total, comme je vais dire Orange, SFR, etc. C'est les entreprises avec lesquelles vous travaillez.
toutes les entreprises travaillent avec, quelle que soit la taille, travaillent avec ces boîtes-là. Donc, ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, il faudra être en mesure de réceptionner les factures venant de ces entreprises. Hein. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. Alors, j'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'il y avait une question qui était posée en ce qui concerne la déclaration de janvier 2026 qui va se pré-remplir. Alors, on va dire, c'est la question, est-ce que ça va se substituer au CA3, au CA12? On n'a pas encore précisément l'information, mais pour moi, ce sera la CA3 ou la CA12 dans le format tel qu'elle est aujourd'hui, qui sera pré-rempli par l'administration fiscale. C'est simplement l'idée, c'est de faciliter pour les entreprises les déclarations de TVA. Mais je pense qu'on va rester au même format CA3, CA12. Il ne devrait pas y avoir de changement particulier, de changement majeur sur ce point de vue-là. Mmh. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'État pré-remplira, la déclaration, mais il conviendra toujours, à l'entreprise ou, à son expert comptable de contrôler cette déclaration, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura Mmh. aucune validation, automatique de l'entreprise, enfin de l'État. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai pu déjà le préciser tout à l'heure, effectivement, c'est tout à fait ça. Alors, maintenant, pour être prêt, qu'est-ce qu'il faut, par où il faut passer, comment le faire et comment mettre les choses en place? Bah déjà, il faut bien comprendre la réforme, donc et mesurer son impact au niveau de l'entreprise. Hein, donc, je pense qu'il y a un diagnostic pour chaque entreprise à faire en disant, bah voilà, moi, globalement, en quoi je suis concerné et quel est derrière mon plan d'action à mettre en place dans ce cadre-là. L'étape suivante, bien sûr, ça va être de choisir la plateforme avec laquelle on va travailler en réception, puisque c'est la plus urgente, mais aussi en émission. Et donc là, ce sera à choisir la PDP ou la PPF avec laquelle on va travailler. Sachant que on n'est pas obligé d'être mono plateforme. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui sont passés à la facturation électronique qui sont dans le secteur pharmaceutique. Donc, on a des plateformes spécifiques, Digipharma par exemple, dans lesquelles les laboratoires pharmaceutiques déversent les factures qu'on est capable de récupérer derrière. Rien n'empêche donc à l'entreprise de choisir pour ses émissions de factures une autre plateforme dans ce cadre-là. Donc, c'est pas obligatoirement être mono plateforme dans ce point de vue-là. Ensuite, il faut se réfléchir sur quels sont les processus de validation et de règlement de mes factures d'achat. Hein, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, la première obligation, c'est par rapport aux achats. Donc là, il y a cette réflexion-là à amener au niveau de l'entreprise. Et puis de se dire, ben, est-ce que j'internalise ou est-ce que j'externalise cette fonction-là? Et sachant qu'il y a des plateformes qui donnent la possibilité de gérer notamment les mandats, les règlements, pardon. Donc, dans ce cadre-là, il est indispensable de mettre en place un mandat de règlement. Et ça, je pense que Benjamin reviendra tout à l'heure sur les fonctionnalités de jefacture.com notamment et de ces possibilités-là. On a également, il est en mesure d'éditer des factures au format prérequis par la facturation électronique. Donc, on a, comme on dit tout à l'heure, idéalement FactureX. On en a deux autres formats. Celui qui se développe de plus en plus actuellement, c'est format FactureX. Donc, la question aujourd'hui, c'est est-ce que vous, dans votre entreprise, votre logiciel permet d'émettre ces factures? Donc ça, aujourd'hui, c'est déjà, est-ce que le logiciel le permet? Quelles sont les évolutions à faire? Ou est-ce qu'il faut, le cas échéant, pourquoi pas changer de logiciel de facturation le cas échéant? Sachant que certaines plateformes permettent de faire des factures sur la plateforme, bon, sachant que somme toute, c'est pas spécialement la vocation de la plateforme d'émettre les factures, parce qu'on n'a pas tout le suivi commercial, etc., qu'on pourrait avoir espéré avec un logiciel de facturation. Et bien sûr, derrière, ces factures de vente seront à envoyer via les plateformes. Donc là, c'est pareil, c'est toujours se dire, est-ce que j'internalise ou je délègue la tâche? Une fois que vous serez en mesure de réceptionner les factures d'achat et les factures de vente, il faudra bien sûr suivre le cycle de la facture et notamment, on peut avoir des rôles différents. Moi, j'ai par exemple une entreprise qui est passée à la facturation électronique dans lequel, c'est la personne responsable des achats qui va valider le contenu de la facture, de dire voilà, est-ce que les tarifs sont les bons, est-ce que les quantités sont les bonnes, etc. Mais par contre, se revient au responsable financier la validation définitive de la facture et du règlement de la facture.
Donc ça, il faut savoir qui fait quoi et comment on paramètre ça dans la plateforme de ce point de vue-là. Il y aura aussi bien sûr la mettre en place le e-reporting parce que comme on l'a vu tout à l'heure, on a des activités qui sont en B2B dans lequel on est en invoicing et d'autres sur lesquelles on est en e-reporting. Ben ça, ce sera à gérer ce e-reporting. L'idéal, je pense que le plus simple, c'est de tout gérer via la même plateforme, parce que c'est vrai qu'on a des questions qui arrivent sur le chat dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, le plus simple pour moi est de gérer tout dans la même plateforme pour avoir un seul outil dans ce cadre-là. Et puis derrière, ben, une fois qu'on a suivi tout ce cycle des achats, des ventes, etc., ben, faire en sorte que ça s'intègre le plus facilement en comptabilité et notamment dans l'intérêt de la facture X, c'est le fichier XML qui est avec et qui va être plus facilement reconnu par les logiciels et pouvoir être intégré en quasi automatique dans la comptabilité. Moi, je vois sur les dossiers sur lesquels on est pu passer à la facturation électronique ici au niveau du cabinet, on a vu globalement les temps de saisie quasiment divisés par 3. Et avec l'évolution et la facturation électronique telle qu'on le connaît au cabinet, moi je sais que sur mon site là où je suis là actuellement, on a déjà divisé par 2 les personnes qui étaient en pure saisie et pour les faire évoluer sur d'autres postes. Donc il est clair que c'est aussi un enjeu sur la réflexion de l'évolution de chacun et de l'avenir de chacun dans les entreprises. Donc voilà globalement les actions à entreprendre pour pouvoir dire, voilà, au 1er juillet 2024, je suis opérationnel pour réceptionner les factures et au plus tard au 1er janvier 2026, ou en fonction des dates, si vous êtes des plus grosses entreprises, des dates antérieures, ben vous êtes en mesure d'émettre vos factures et d'entrer donc dans ce flux d'informations. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as encore des choses à rajouter sur ça, Benjamin, c'est tout bon? Et donc, Non, je pense qu'on est plutôt bien. C'est l'essentiel en fait à avoir en tête, hein. Alors, en ce qui concerne ce passage à la facturation électronique, c'est considéré comme une vraie opportunité pour les entreprises. Bon, déjà, je vous disais tout à l'heure, ça permet de diminuer les temps de traitement. Donc, qui dit temps de traitement dit réduit, ben, dit globalement le coût d'une facture qui s'en trouve de ce fait réduit. Hein, je pense que le coût de traitement, comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près 8 € d'économiser par facture. Vous multipliez par le nombre de factures que vous pouvez avoir, vous pouvez voir combien ça représente au niveau de chaque entreprise. L'idée, bien sûr, est d'automatiser les choses, de faciliter, d'accélérer les choses, avoir des délais de paiement qui se trouvent améliorés parce qu'on gère mieux le flux d'informations dans l'entreprise et avec les fournisseurs. Et ce fait, aussi avoir une meilleure relation avec les clients et les fournisseurs, parce que quand il y a un problème sur la facture, et ben tout de suite, on a l'information et on n'est pas obligé d'attendre un mois et demi pour relancer par exemple une facture auprès d'un client qui va me dire bah non, bah, moi je suis pas d'accord sur tel ou tel point de la facture ou je l'ai pas reçu la facture. Là, il ne pourra pas le dire puisque sur la plateforme, on aura la traçabilité, comme quoi il l'a reçu, comme quoi il l'a accepté totalement ou partiellement. Donc ça, c'est clair que ça va améliorer les choses par rapport à ça. Et puis, bon, pour moi, il y a aussi l'aspect de visualiser les échéances au niveau des règlements. On aura plus de visibilité par rapport à ça. Et aussi, et là, pour moi, c'est un élément très important, c'est que toutes les factures seront au même endroit. Hein, je veux dire que il n'y a plus de factures qui vont se promener dans l'entreprise. Il n'y a plus de factures sur lesquelles on va avoir la facture ou pas, parce que certaines, c'est des factures papier pour l'instant, d'autres, c'est des factures à les télécharger sur tel ou tel site. Et dans ce cadre-là, ben, je vais dire que tout sera au même endroit, tout sera déversé au même endroit. D'accord ? Alors, j'ai vu notamment dans les questions qu'on pouvait avoir, quid dans ce qui concerne des archivages en cas de contrôle fiscal, etc. Ben, je veux dire, contrôle fiscal, potentiellement, l'administration, elle a déjà toute l'information parce qu'elle a déjà toutes les données qui lui arrivent. Donc, si elle vient sur la partie TVA, c'est certainement qu'elle a peut-être vu des choses qui lui paraissent bizarres. Donc, c'est dans ce cadre-là, ça peut accélérer les choses.
Et en ce qui concerne l'archivage, il y a certaines plateformes qui proposent l'archivage dans ce cadre-là. Donc voilà ce qu'il en est. L'accès, on peut le donner au commissaire aux comptes s'il vient pour vérifier les comptes de la société. Ça va être interfacé potentiellement, si on le souhaite, aspirer au niveau de la GED. Donc tout ça, c'est en fonction des outils et c'est aussi avoir l'évolution des outils, donc je vous expliquais tout à l'heure, faire en sorte que vos outils soient adaptés à cette évolution, que vous puissiez avoir la même traçabilité, la même GED si vous le souhaitez dans ce cadre-là. Bien souvent, sur la GED maintenant, pour justement éviter d'avoir des poids trop lourds dans des données archivées dans l'entreprise, c'est souvent plus un lien qui est fait avec la facture qui va se trouver sur la plateforme, histoire de faciliter les informations sans trop charger les serveurs que vous avez au niveau des entreprises. Donc voilà en ce qui concerne les opportunités pour les TPE, les PME. Et ça va être un gros changement. Et je pense qu'il faut anticiper les choses vraiment réellement parce que autant ce qu'on a pu connaître comme chamboulement dans les années antérieures, il y a quelques années, c'était des changements d'outils informatiques, etc. Mais là, ça va nécessiter un changement réel dans les habitudes que vous avez dans vos entreprises. Et de ce fait, c'est à réfléchir peut-être sur certains points, comment vous avez fonctionné en entreprise et adapter peut-être les choses dans ce cadre-là. Donc, ce n'est pas une opération qui se fait en 5 minutes et de ce fait, il faut anticiper un maximum. Voilà pour. Merci beaucoup, Laurent. Donc en quelques mots, je vous parlais tout à l'heure des acteurs. Donc il y a le portail public, donc le fameux PBF, et puis des acteurs privés, donc des plateformes de dématérialisation partenaires. Aujourd'hui, à date, aucune peut se prévaloir d'être PDP, puisque en fait, la liste, comme je vous l'ai dit, sera publiée par l'administration fiscale sur impôts.gouv, vraisemblablement fin 2023, début 2024. Pour autant, nous chez ECMA, voilà, on a anticipé les choses puisqu'on a lancé la plateforme qui s'appelle jefacture.com dès 2020. Puisque voilà, on avait en tête qu'effectivement c'est une obligation, qui allait arriver. Donc évidemment, aujourd'hui, notre plateforme, on n'est pas relié à tout l'écosystème puisque le portail public, le fameux PPF, il est en cours de développement. Les notions de invoicing, e-reporting, etc., ne sont pas encore en place. Mais globalement, voilà, on a préparé aujourd'hui tous les et on est en train de préparer les canaux. On est sur une phase pilote avec l'administration fiscale qui va commencer en janvier 2024 pour s'interconnecter et simuler voilà les premiers flux. Aujourd'hui, on a une plateforme qui est déjà opérationnelle justement pour pouvoir anticiper. C'est-à-dire que le principe, c'est de pouvoir collecter l'ensemble des factures, que ce soit les factures d'achat et les factures de vente. Et étant donné qu'aujourd'hui, les factures ne passent pas par des plateformes, pas encore, aujourd'hui, on va pouvoir collecter les factures à partir voilà, du prise de photos sur un téléphone portable ou en se connectant directement au site des grands facturiers, donc les fameux EDF, Orange dont on parlait tout à l'heure, ce qui permet voilà, de centraliser l'ensemble des factures. On a un petit module aussi qui permet voilà, à minima de créer des factures, mais on peut également, voilà, Laurent parlait tout à l'heure, s'interconnecter avec des outils de création de factures qui vont nous envoyer les factures que nous, derrière, on va justement transformer dans l'un des formats obligatoires, par exemple, transformer en facture X. Donc aujourd'hui, on fait également des contrôles légaux. On a eu la question tout à l'heure de l'archivage. On archive pendant 10 ans donc toutes les factures qui sont collectées sur notre plateforme. Et puis là, aujourd'hui, on les distribue. Donc là encore, on ne les distribue pas à travers des plateformes puisque ce n'est pas encore mis en place avec l'obligation, mais on va distribuer les factures sous forme de mail ou autre. Et on a également un module qui permet de régler les factures et derrière de s'interconnecter avec vos outils comptables. Alors, retour d'expérience, Laurent, qu'est-ce qu'on peut dire sur voilà, les entreprises qui ont déjà mis en place, qui ont déjà anticipé la mise en place de cette réforme?
Alors, en ce qui concerne les entreprises, aujourd'hui, on se rend compte, c'est que bon, nous, on a déjà fait basculer quelques clients. Je dirais qu'on va avoir une bonne quarantaine de clients qui ont déjà basculé. Je pense qu'on en a encore facilement 500-600 à faire basculer. Donc, on est loin d'être arrivé au terme. Bon, qu'est-ce qu'on constate, c'est que les gens s'y mettent relativement vite. J'ai même des personnes qui étaient vraiment anti-informatique, anti-ordinateur et qui sont aujourd'hui les fers de lance par rapport à ça. Mais le tout, c'est de bien préparer les choses. Alors nous, au cabinet, comme on avait fait, on avait créé un groupe de travail qui était sous la direction d'une de mes collaboratrices qui fait son mémoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'expert comptable sur l'accompagnement des entreprises à la facturation électronique. Et bah, globalement, comment on a fonctionné? Bah, nous, on a pris position de travailler avec jefacture.com de par les fonctionnalités qu'elle proposait qui correspondaient pour moi aux attentes qu'on avait pour nos clients et pour moi aussi, elle a à avoir un outil qui était fiable avec un tarif, je pense qui est raisonnable, plus que raisonnable par rapport à ce qu'on peut connaître sur d'autres prestataires. Et puis derrière, bon, on a mis en place des choses. Donc on propose aux clients de faire un diagnostic sur les étapes à respecter pour passer à la facturation électronique. Derrière ça, bah, les évolutions éventuellement des logiciels, parce qu'on a encore pas mal d'entreprises qui font les factures à la main, facture Excel ou facture Word. Demain, ce sera plus possible. Et puis surtout, pour moi, qui dit changement d'habitude, dit nécessité de former les personnes. Et c'est pour ça qu'on a mis, nous, en place au cabinet toute une action de formation auprès des clients, à savoir notamment bah, des formations en e-learning sur la facturation électronique, ce que c'est, comment ça fonctionne et au quotidien ce que ça va impliquer et aussi de facturation sur la partie utilisation de la plateforme. Donc, on fait de la formation e-learning, on fait de la formation en présentiel, le cas échéant, dans ce cadre-là. Et le plan d'action qu'on a mis en place chez nos clients, pour nos clients, ben, on assure le suivi, histoire qu'on soit sûr qu'ils passent à la facture électronique au plus tard, au 1er janvier 2026. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, est-ce qu'une PME peut passer avant le 1er janvier 2026? Oui, je recommande fortement de passer avant le 1er janvier 2026. Déjà, vous aurez l'obligation au 1er juillet de l'an prochain de réceptionner les factures. Donc, moi, le plus vite vous êtes passé, je trouve mieux c'est par rapport à ça. Je prends le cas, nous, au cabinet, on s'est fixé pour objectif d'avoir basculé tous nos clients à la facturation électronique pour le 31 décembre de cette année. Donc, globalement, c'est ambitieux, mais si on ne se fixe pas des moyens, des options ambitieuses comme ça, ben, je vais dire qu'on n'aura pas, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs. Donc voilà. Donc voilà, en ce qui concerne le retour d'expérience, on a des entreprises de toute taille, des TPE, mais aussi déjà des belles entreprises qui travaillent à la facturation électronique. Et comme je vous expliquais, notamment sur les plus grosses, on a des rôles différents dans l'entreprise. Certains valident la facture, le contenu de la facture, d'autres valident la facture définitive. Et donc, ça permet de répartir les rôles de chacun dans ce cadre-là. On se rend compte, c'est que nous, au cabinet, ben, par rapport au passage, on a des cas qui arrivent pour lesquels, à l'instant T, c'est pas prévu au niveau des plateformes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remonte l'information, on a un échange régulier, et histoire que la capacité des plateformes, les possibilités de traitement au niveau des plateformes, des opérations, soient facilitées et soient adaptées à la vie de l'entreprise. Et ça, c'est important par rapport à ça, quoi. Donc voilà le retour d'expérience que je puisse avoir moi au niveau du cabinet. OK, bah, merci beaucoup, Laurent. Donc c'est bon, c'est plutôt encourageant parce qu'effectivement ça peut faire peur, hein, cette obligation, vous le voyez, enfin il y a ça peut sembler, complexe, mais effectivement en s'y préparant, suffisamment tôt, on arrive, globalement voilà à le mettre en place et même effectivement parfois, beaucoup plus rapidement que ce qu'on imaginait, quoi. Alors il est 11h49, on a pas mal de questions. Je vais essayer de les reprendre. Est-ce qu'on aura donc accès ensuite à la présentation? Oui, je pense que c'est prévu, hein. Enfin, en tout cas, nous, on a transmis la présentation à DFCG, donc tout à fait, je pense que et le webinaire est également enregistré, donc je pense que vous aurez également accès en replay. Tout à fait.
Donc là, on a déjà répondu. Donc, est-ce que déclaration se substitue à la CA3, CA12? Quand vous mentionnez assujetti à la TVA établie en France, quid de Monaco? Je veux dire, enfin, moi là-dessus, je pense qu'il faut être clair, c'est toutes les entreprises qui sont soumises au CA3, CA12, etc. aujourd'hui, globalement, demain seront soumises. Donc si, dans votre cas, pour la personne qui a posé la question, si aujourd'hui vous établissez des déclarations de TVA en France, ça veut dire que demain, vous serez soumis à cette obligation de facturation électronique. Ok, merci beaucoup. Bonjour, les cabinets de conseil dans le domaine des services financiers pour les banques et assurances sont-ils concernés par cette obligation? À partir enfin, les cabinets de conseil qui proposent des prestations à des entreprises à partir du moment où elles sont assujetties à la TVA, euh, ces cabinets de conseil, oui, seront concernés par l'obligation, hein. Tout à fait. Les banques, etc., eux, par contre, elles font partie de l'exonération prévue au CGI, au 261 C du CGI, mais pas les autres entreprises, quoi. Mm. Et encore les banques, à différents, en fonction des services, il y a notamment des Oui. services bancaires qui sont concernés par l'obligation, hein. Les banques ne sont pas exonérées en totalité de cette obligation de facturation électronique. Que veut-on dire par 34 mentions à envoyer? Ça, c'est dans le cadre en fait donc de l'obligation. Au départ, en fait, si vous êtes concerné par ce qu'on appelle donc le e-invoicing, la plateforme, et imaginons que vous utilisiez en fait une PDP, la plateforme donc enverra un extrait, donc on ne renverra pas les factures directement au PPF et à la DGFiP, mais renverra en fait un extrait, enfin des mentions, les mentions de cette facture à l'administration fiscale. Et au départ, effectivement, on en aura 26, et après, dans un deuxième temps, donc on en aura 26, donc avec finalement que les lignes d'en-tête. Et après, dans un deuxième temps, on aura le détail des lignes qui sera également attendu par l'administration fiscale, donc avec les 34 mentions. Alors, si on a deux typologies de clients, France et hors France, on peut différencier les deux activités en faisant en partie invoicing et en partie e-reporting. Ça peut être mixte ou c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, si je comprends bien la question, effectivement, donc vous avez des clients en France, donc B2B et B2B international en France. Donc B2B, vous serez concerné en France, concerné par le invoicing, donc avec les formats de facture, la transmission entre plateformes, la gestion des statuts et l'envoi des informations, donc des 26, puis après 34 informations issues de la facture. Donc ça, ce sera pour vos clients en France, et pour vos clients à l'étranger, vous aurez le e-reporting. Donc vous serez concerné en fait par les deux. Donc qu'est-ce qui peut orienter le choix vers un PDP au détriment d'un PPF et vice versa? Alors, donc ça, c'est effectivement un des choix qu'il faudra faire. C'est vous, en tant qu'entreprise, quelle plateforme vous voulez utiliser. Donc c'est vrai que il y a pas une réponse toute faite, dans le sens où ça dépend, voilà, ça va dépendre de la taille de votre entreprise, de votre système d'information, de votre typologie de client, etc. Globalement, en fait, si on veut faire une synthèse, c'est-à-dire que avec la plateforme de l'État gratuite avec le PPF, vous aurez des services à minima. C'est-à-dire que, par exemple, si vous souhaitez relier, par exemple, directement votre solution de caisse
au PPF pour que ça génère automatiquement ça récupère les informations et que ça génère automatiquement un e-reporting, ça risque d'être très honnêtement, ça risque d'être assez compliqué. Donc le choix en fait du PPF se portera si globalement vous êtes dans une configuration où vous avez peut-être assez peu de factures, peut-être pas trop de clients globalement, voilà, vous allez avoir quand même un certain nombre d'opérations que vous ferez à la main. Mais ce sera gratuit. Voilà. Après, voilà, le PDP, c'est globalement si vous avez, voilà, un certain nombre de logiciels, déjà des logiciels de facturation et cetera, vous voulez interconnecter l'ensemble, vous avez un logiciel de caisse, vous avez par exemple un expert comptable avec lequel vous voulez, partager et avoir des doubles accès et cetera. Bah là, il faudra peut-être plutôt s'orienter vers un PDP parce que c'est pas des fonctionnalités, que proposera le PPF, en fait. Je pense que la vraie question, c'est de savoir ce qu'on attend de la PDP, enfin de la plateforme, et en fonction de ce qu'on attend, les services, l'archivage notamment, la gestion des règlements fournisseurs, ce qui est possible sur certaines plateformes, etc. On va d'abord définir ce qu'on attend de la plateforme et on dira choisis tel PDP, sachant qu'on sait très bien que la PDF, ce sera service minima et on n'aura pas trop de services complémentaires dans ce cadre-là. Alors, autre question, quid des process de validation des factures dans les groupes? Clôture à J+3, la facture est enregistrée la période suivante et provisionnée le mois de facturation. Est-ce que Laurent, tu veux répondre sur cette question ou je me lance? Voilà. Bon, après, je vais dire qu'il y a 2 aspects par rapport à ça. C'est aujourd'hui, bah, qu'on on a pu voir, tout à l'heure, c'est que l'information va être fluide, beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que lorsque le fournisseur va émettre la facture, en instantané, vous allez la recevoir. Donc ça veut dire que les délais de réception de facture vont être fortement réduits par rapport à ce qu'on pouvait connaître antérieurement, notamment, avec, éventuellement des envois de la poste et cetera. Après, il y a les habitudes que vous pouvez avoir dans les entreprises ou si vous avez vous faites un fast closing et vous voulez avoir rapidement un état de situation mensuel. C'est vrai qu'il y a des habitudes de dire, bah voilà, cette facture-là, bah, je la passe je la comptabilise le mois suivant et je la provisionne dans mon mois concerné. Faut savoir, c'est que vis-à-vis notamment des règlements, vis-à-vis de toutes ces choses-là, aujourd'hui, l'administration fiscale a l'information, j'insiste tout à l'heure, Benjamin l'a pu préciser, quand vous allez valider la facture. Donc, ça veut dire que si vous validez la facture en début du mois suivant, ben, l'information sera remontée à l'administration qu'en début du mois suivant, dans cette hypothèse-là. Donc, c'est avoir bien calé vos modes opératoires dans votre entreprise et puis voir le mode opératoire de la plateforme pour qu'on puissiez garder vos habitudes ou voir s'ils devaient les ajuster dans ce cadre-là, quoi. Quid de l'archivage, quid du contrôle fiscal? Bah, ça, on y a déjà Mmh. en partie répondu. Donc effectivement, en tout cas, il y a un certain nombre de PDP. Nous, par exemple, voilà, on propose un système d'archivage. Et quid contrôle fiscal et CAC? Bah, le cas qui peut avoir accès, on peut lui donner un accès comme expert comptable à votre plateforme et avoir accès aux pièces dans ce cadre-là. Donc, je veux dire Ouais. que là-dessus, il y a une fluidité totale. Mmh. Et l'avantage aussi, c'est les factures, elles n'ont pas obligatoirement à être consultées en version papier, puisque tout est en électronique et elles peuvent être consultées à distance. Hein, je Mmh. rappelle, c'est que tout à l'heure, comme on a dit tout à l'heure, une facture électronique, c'est deux parties. C'est un PDF qui est lisible de manière classique et un XML qui est un fichier informatique qui est transmis à la fois aux entreprises, mais aussi à l'administration fiscale. Donc, on a les deux types d'informations pour vraiment fluidifier au maximum l'information. Donc, tout va être accessible dans ce cadre-là. Tout à fait. Interface JET, donc effectivement, là encore, bon, bah, voilà, il y a des plateformes, des PDP qui seront interconnectées, qui peuvent s'interconnecter avec des JED, hein. Bon, le PPF, ils nous disent voilà, qu'il y aura des API qui sont disponibles. Après, voilà, concrètement, aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce qui sera proposé, donc là, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Donc anticipation, ça veut dire qu'on peut commencer des tests. Comment? S'il n'y a pas de plateforme prête pour importer des fichiers et tester. Qu'est-ce que la facture X? Comment peut-on créer cette facture électronique? Merci.
Alors, anticipation, donc enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on disait, oui, vous pouvez anticiper puisqu'aujourd'hui, nous, on a une plateforme qui s'appelle geofacture.com qui est déjà enfin, qui existe depuis 3 ans. Donc donc vous pouvez importer des factures et automatiquement, on va vous les transformer, en facture X, donc avec ce lisible et puis ce fichier structuré. C'est sûr que le PPF, bah, il sera disponible qu'au 1er juillet 2024, donc ce sera pas possible de tester avant. Et la PAF. Donc, la PAF, effectivement, c'est un beau sujet puisqu'on a eu encore des informations jusqu'à récemment, encore hier ou avant-hier. Globalement, soit effectivement, voilà, vous êtes sur un système classique de pièces d'audit fiable, donc là, en plus des factures, il faudra effectivement, en cas de contrôle fiscal, éventuellement, pouvoir justifier, voilà et présenter, un bon de commande, et cetera. Soit sinon, l'exonération de la PAF peut se faire au travers, en fait, ce qu'on appelle d'une signature ou d'un cachet électronique, qualifié, mais au nom de l'entreprise. Donc ce qui complexifie un petit peu les choses parce que jusqu'à présent, en fait, c'était pas forcément au nom de l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet aujourd'hui qui est encore en pleine discussion avec la DGFiP, puisque là, aux dernières nouvelles, c'était quand même, ils mettaient énormément de contraintes, heu, pour, bah, finalement pour qu'une entreprise puisse pas tout à fait s'exonérer de PAF à travers, voilà, une signature, ou un scellement électronique de sa facture. Donc peut-on passer à la facturation électronique avant l'échéance fixée par les PME? On y a répondu bien entendu, hein, et Mmh. on vous encourage même, hein, tout à fait. Serez-vous en mesure de gérer les formats, heu, hors socle? Heu, Bah, il y a alors, nous, on gérera en fait à minima donc les formats du socle. Heu après, après rien n'est encore voilà, rien n'est encore arrêté, donc on va dire que ça va dépendre en fait des demandes de nos clients, en tout cas à notre niveau. Pourrons-nous visualiser les factures de nos fournisseurs dans l'entreprise en juillet 2024 sur leur plateforme? Heu, alors vous, les factures des grandes entreprises en juillet 2024, vous allez les visualiser sur votre plateforme à vous, votre plateforme de réception. Voilà. Donc ça veut dire que normalement, au 1er juillet 2024, si vous alliez récupérer, les factures EDF, alors peut-être que ça va encore durer, hein, mais, sur, leur site directement, les télécharger, en théorie, ces factures devraient plus être téléchargeables et être uniquement sur, votre plateforme de réception. Après dans les faits, bon, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, ces factures, seront visualisables sur votre propre plateforme à vous, en fait. Pouvez-vous rappeler les critères ETI-PME dans le cadre de cette réforme? Alors Alors, le temps que tu répondes aux précédentes questions, j'ai été vérifier. Alors, j'avais plus les seuils en tête, hein. Donc, on considère qu'une grande entreprise est une entreprise dépasse deux des conditions suivantes: avoir au moins 5 000 salariés, avoir plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus de 2 milliards d'euros de total bilan. Ça, c'est pour ce qu'on appelle une grande entreprise. Une ETI, quant à elle, c'est une entreprise qui est entre 250 et 4 999 salariés, un chiffre d'affaires qui n'excède pas 1,5 milliard et un total bilan qui n'excède pas 2 milliards d'euros. Voilà la définition en ce qui concerne le site ce que j'ai retrouvé sur le site de l'INSEE. Donc, et après, donc bien sûr, les entreprises, si on est sur des plus petites tailles, bien sûr, là, on est sur des PME dans ce cadre-là. Alors, après, est-ce qu'il y a que la France qui est concernée? Non, puisque bien d'autres pays sont déjà à la facturation électronique depuis quelque temps. Et notamment, tout à l'heure, on parlait du format Facture X. Il faut savoir, c'est que ce format est commun, notamment avec l'Allemagne. Hein, donc, c'est un travail concert avec l'Allemagne. Et après, je crois qu'il doit y avoir l'Italie, notamment, etc. Il y a quelques pays comme ça qui ont déjà bien anticipé, qui fonctionnent déjà à la facture électronique depuis quelques années.
est-ce qu'on arrive à je sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions. Les prestations émises à des entreprises en UE feront l'objet du reporting, UE et hors UE, tout à fait. En Mmh. fait, quand on parle des entreprises internationales, c'est les entreprises, voilà, en UE et hors UE. Tout à fait. On devra toujours déclarer des DES, DES? Déclaration d'échange de services, oui, ça, c'est 2 choses différentes. C'est pas la même finalité. Les déclarations d'échange de biens ou déclarations d'échange de services, c'est par rapport aux obligations vis-à-vis des douanes, et cetera. Donc dans l'état actuel des choses, les 2 processus ne sont pas rassemblés. Peut-être qu'à terme, c'est vrai que ça pourrait être pertinent peut-être demain de le faire autrement, et ça, c'est l'avenir qui nous le dira, quoi. OK. Quid de l'EDI et de la nécessité de facturation électronique? Donc l'EDI effectivement fait pas, partie d'un des formats du socle, en tout cas ne sera pas géré par le PPF. Par contre, il y a un certain nombre de plateformes PDP, bien entendu, parce que c'est un format qui est utilisé par un certain nombre de grandes entreprises. Donc c'est un format et un protocole, qui permettra d'être conforme à l'obligation de facturation électronique. Ça a bien été confirmé. Et dernière question, donc avons-nous l'information concernant le rythme de remplissage des e-reporting? Sera mensuel au fil de l'eau? Alors oui, effectivement, on vous les a pas, on vous les a pas donnés. Le e-reporting, et comme d'ailleurs les informations de paiement, sera à transmettre de manière, régulière, donc en fonction en fait de, la nature de l'entreprise, donc j'ai plus tout à fait les éléments en tête, mais de mémoire, soit c'est par en fait, décade, donc dans le mois et ça peut aller, en fonction de la nature de l'entreprise jusqu'à, une fois tous les 2 mois. Voilà, notamment pour toutes les entreprises, micro-entreprises qui sont, assujetties à TVA, mais non soumis parce que, en franchise de base, et ben, elles devront transmettre tous les 2 mois. Sauf erreur de ma part, je crois que ça doit être pour les CA3, les entreprises qui sont CA3, c'est à la décade, et pour les entreprises qui sont en CA12, ça doit être une fois par mois, en fonction des informations que j'ai en tête, ça doit être ça. Donc voilà le timing qui va être fait. Donc l'e-reporting, lui, va se faire que ce timing-là. Par contre, l'invoicing, lui, bien sûr, c'est au fil de l'eau. Dès qu'on émet la facture, dès qu'on la facture est validée par la personne, par l'entreprise cliente, et ben, l'administration fiscale a l'information là en temps réel. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que ça va changer, voilà, de ce point de vue-là, ça change quand même beaucoup les habitudes et effectivement, s'il y avait des organisations un peu où voilà, on traitait tout en fin de mois ou autre, bah, là forcément, ça va se faire beaucoup plus au fil de l'eau. Bah, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Donc Voilà. il est 12h08, on a débordé un petit peu, mais bon, je pense que c'était important de prendre le temps de répondre à l'ensemble de vos questions. Bah, écoutez, je vous remercie, on vous remercie et puis on vous souhaite une très bonne journée. Parfait, très bien. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.